Il n'a pas demandé d'argent. Il a demandé quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait mesurer. Le soleil du soir projetait de longues ombres sur les parquets du bureau, au dernier étage de Moreau Entreprises. L'automne à Lyon apportait une lumière dorée particulière qui, n'importe quel autre jour, aurait pu sembler belle à Amélie Dubois. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se tenait droite, face à l'homme qui tenait l'avenir de sa famille entre ses mains manucurées. Le voyage jusqu'à ce moment avait été désespéré. 3 semaines d'appels sans réponse, 2 demandes de rendez-vous rejetées, et finalement, un créneau réticent de 15 minutes accordé seulement après qu'elle ait coincé l'assistante exécutive de Moreau dans un café. Nicolas Moreau, 35 ans, milliardaire autodidacte et PDG de Moreau Investissement, ne prit même pas la peine de se lever quand elle entra. Ses yeux bleus calculateurs l'évaluèrent depuis son imposant bureau en verre, son expression ne trahissant qu'une curiosité modérée. Le Figaro l'avait un jour surnommé « le célibataire le plus impitoyable de Lyon », un titre qu'il ne confirma ni ne nia. « Mademoiselle Dubois », dit sa voix comme du velours sur l'acier. « J'ai examiné votre proposition 3 fois. La réponse reste non. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle avait préparé un plan d'affaires détaillé pour sauver la chaîne d'hôtels-boutiques de sa famille de la faillite. Un effort de dernière minute après que l'AVC de son père les ait laissés vulnérables aux investisseurs prédateurs. Moreau Investissement avait déjà acheté la plupart de leurs dettes. « Monsieur Moreau, s'il vous plaît. Mon père a construit cette entreprise à partir de rien. Nous avons juste besoin de 6 mois pour... » « Votre père a fait de mauvais choix d'investissement, » l'interrompit Nicolas, se penchant dans sa chaise. « Le marché ne récompense pas la sentimentalité, mademoiselle Dubois. » Un muscle tressaillit dans la mâchoire d'Amélie. « Alors qu'est-ce qu'il récompense, monsieur Moreau ?» Quelque chose changea dans l'expression de Nicolas. Un éclair d'intérêt, rapidement masqué. « La valeur, » répondit-il, se levant lentement. Il se dirigea vers le bar près de la fenêtre, versant un liquide ambré dans un verre en cristal. « Vos propriétés hôtelières valent plus pour moi démantelées et vendues séparément que comme l'entreprise familiale en difficulté que vous vous battez pour préserver. » Amélie l'observa, le désespoir lui serrant la poitrine. Les frais de scolarité de sa jeune sœur, les factures médicales de son père, leur maison, tout était en jeu. Il y a 2 nuits, elle avait trouvé son père essayant de cacher ses médicaments parce que les renouvellements étaient trop chers. Ce souvenir renforça sa détermination. « Il doit y avoir quelque chose, » dit-elle doucement. « Quelque chose que je peux offrir qui rendrait cela intéressant pour vous de nous donner du temps. » Nicolas se retourna, l'étudiant avec une intensité nouvelle. Le silence s'étira entre eux, crépitant de possibilités non exprimées. « Peut-être y a-t-il quelque chose, » dit-il finalement, faisant tourner son whisky. « Je me trouve dans le besoin d'un type particulier de compagnie pour une série d'événements d'affaires à venir. » Amélie se raidit. « Êtes-vous en train de suggérer un arrangement mutuellement bénéfique ?» l'interrompit-il doucement. « 6 semaines de votre temps. Vous m'accompagnez à diverses fonctions, jouez le rôle de partenaire dévoué. En public, nous sommes un couple. En privé, eh bien, c'est négociable. Vous voulez que je prétende être votre petite amie ?» demanda Amélie, incrédule. Les lèvres de Nicolas se courbèrent en un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je veux que vous soyez convaincante. Mes investisseurs ont besoin de me voir comme stable, installée. Les rumeurs sur ma vie personnelle sont devenues un handicap. » Amélie recula d'un pas, son esprit s'emballant. Était-il sérieux ? Elle était venue ici préparée à négocier des taux d'intérêt et des échéanciers de paiement. Pas ceci. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Il doit sûrement y avoir des femmes qui sauteraient sur l'occasion d'être vues avec vous. » Nicolas posa son verre et s'approcha d'elle, ses mouvements délibérés, comme un prédateur qui savait que sa proie n'avait nulle part où fuir. C'est précisément le problème. Je ne veux pas quelqu'un qui cherche la célébrité Instagram ou qui essaie de décrocher un mari riche. J'ai besoin de quelqu'un avec de la discrétion, de l'intelligence et une raison impérieuse de garder notre arrangement privé. Son regard était troublant de directitude. Vous devez sauver l'entreprise familiale. J'ai besoin d'une partenaire convaincante. C'est une transaction propre.
La gorge d'Amélie était sèche. 6 semaines de sa vie en échange du sauvetage de sa famille, cela semblait impossible, impensable. « Et que se passe-t-il après ces 6 semaines ?» demanda-t-elle, retrouvant sa voix. Nicolas haussa les épaules, un geste désinvolte en contradiction avec l'intensité de son regard. « Nous nous séparons. Vous retournez à vos hôtels, qui auront de l'air grâce à la restructuration de la dette, et je retourne à ma vie. »« Et si j'accepte ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Alors je restructurerai la dette de votre famille. 6 mois de répit, comme vous l'avez demandé. Pas d'intérêt pour les 3 premiers mois, et des paiements réduits pour les 3 suivants. » Nicolas se rapprocha, s'arrêtant à quelques centimètres d'où elle se tenait. Elle pouvait sentir son eau de Cologne coûteuse, voir le nœud parfait de sa cravate de soie. Dehors, la ligne d'horizon commençait à scintiller alors que les bureaux s'illuminaient contre le crépuscule qui s'approfondissait. « Je n'ai pas besoin de votre argent, mademoiselle Dubois, » dit-il doucement. « J'ai besoin de quelque chose de bien plus précieux. » Le poids de l'avenir de sa famille, la santé de son père, l'éducation de sa sœur, les moyens de subsistance de dizaines d'employés pesaient sur les épaules d'Amélie. Elle pensa au visage de son père quand il avait construit leur première petite auberge, la fierté dans ses yeux quand il s'était étendu à 3 établissements, puis 5. Comment ce même visage paraissait maintenant gris et diminué dans un lit d'hôpital. Le désespoir se durcit en résolution dans la poitrine d'Amélie. Elle rencontra le regard de Nicolas, sa voix tremblant légèrement mais gagnant en force à chaque mot. « Si c'est ce qu'il faut pour sauver ma famille, je le ferai. » Nicolas Moreau se contenta de sourire, inclina son verre de whisky et répondit « Alors venez. Mais souvenez-vous, quand j'accepte un marché, il n'y a pas de retour en arrière. » Il tendit sa main, paume vers le haut, non pas offrant une poignée de main, mais quelque chose de plus intime, une invitation, un défi. Après un moment d'hésitation, Amélie plaça sa main dans la sienne. Sa prise était chaude, ferme et d'une certaine façon possessive, comme si par ce simple toucher, il avait déjà revendiqué plus qu'elle n'avait eu l'intention de donner. Les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres du sol au plafond, témoins d'un contrat scellé non pas avec des signatures, mais avec un hochement de tête silencieux qui changerait leurs vies à jamais. En quittant son bureau, Amélie ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait de faire un marché avec le diable. Mais alors, toutes les négociations désespérées n'étaient-elles pas un peu démoniaques? Et si sauver sa famille signifiait danser avec les ténèbres pendant un moment, elle devrait simplement apprendre les pas. Rien dans cette pièce ne semblait mal, jusqu'au premier regard persistant. L'ascenseur monta silencieusement vers le penthouse de l'Archer, l'un des immeubles résidentiels les plus exclusifs de Lyon. Amélie Dubois regardait les numéros d'étage grimper, chaque chiffre illuminé, la rapprochant d'une soirée qu'elle n'avait jamais imaginé vivre. Ses paumes étaient à moite contre le petit sac à main qu'elle s'était offert il y a 2 ans pour le mariage d'une amie. Son reflet dans les portes polies de l'ascenseur montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, cheveux coiffés en vagues lâches, portant une robe bleu nuit empruntée que son amie Claire insistait, criait sophistiquée et sexy. Claire avait été suspicieuse quand Amélie avait prétendu avoir besoin de quelque chose pour un rendez-vous potentiel d'investisseurs, mais heureusement n'avait pas insisté pour avoir des détails. Le poids de l'avenir de sa famille pesait sur les épaules d'Amélie, faisant que même le délicat collier autour de sa gorge se sentait comme une chaîne. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Nicolas Moreau. 3 jours à remettre en question sa décision, à presque appeler pour se rétracter, à se rappeler ce qui était en jeu. 3 jours à imaginer ce que cette soirée apporterait. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un carillon doux, Nicolas Moreau attendait. Il avait échangé son costume d'affaires contre un jean sombre et une chemise blanche boutonnée impeccable, manches roulées jusqu'au coude révélant des avant-bras bronzés. Plus décontracté, mais d'une certaine façon encore plus intimidant. Sa présence remplissait l'espace, rendant l'entrée expansive du penthouse soudainement plus petite. Pile à l'heure, nota-t-il, s'écartant pour la laisser entrer. Ses yeux la parcoururent d'un regard évaluateur qui n'était pas tout à fait assez personnel pour être offensant, mais pas assez impersonnel pour être confortable. Le penthouse était une étude de luxe retenue,
Lignes épurées, tons neutres, fenêtres du sol au plafond encadrant une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon de Lyon. Aucune photographie, aucune touche personnelle. Un bel espace qui ne révélait rien sur l'homme qui le possédait. Vue impressionnante, dit Amélie, essayant de masquer sa nervosité en se dirigeant vers les fenêtres. Toute la ville scintillait sous eux, une tapisserie de lumière contre le ciel nocturne. La plupart des gens disent ça. Nicolas se dirigea vers l'îlot de cuisine où une bouteille de vin débouchée respirait à côté de 2 verres. Je la remarque rarement maintenant. Cabernet ? S'il vous plaît. Amélie se demanda s'il y avait quelque chose dans la vie de Nicolas qui l'impressionnait encore, ou si le succès avait émoussé sa capacité d'émerveillement. Le silence entre eux était épais alors qu'ils versaient. Quand leurs doigts se frôlèrent lors de l'échange, Amélie ressentit une secousse inattendue qui fit serrer sa prise sur la tige. L'expression de Nicolas vacilla. L'avait-il ressenti aussi ? Alors, dit-elle, prenant une gorgée fortifiante, devrions-nous discuter des termes de notre arrangement ? J'ai pensé que nous devrions établir quelques règles de base. Nicolas fit un geste vers le salon. Asseyez-vous. Ils s'installèrent aux extrémités opposées d'un canapé en cuir élégant, les lumières de la ville scintillant derrière eux comme des spectateurs silencieux. Une table basse en verre unique les séparait. Pas vraiment une barrière, pensa Amélie. Le gala de Charité Winters est ce samedi, commença Nicolas. Tout business. C'est notre première apparition publique. Vous aurez besoin d'une tenue appropriée. J'ai organisé un rendez-vous avec un styliste demain. Après ça, il y a le mariage Peterson, un week-end dans les Alpes avec des investisseurs clés et le dîner de la Fondation Morgan. Amélie hocha la tête, prenant mentalement des notes. Et notre histoire de fond ? Comment nous nous sommes rencontrés ? Depuis combien de temps sommes-nous ensemble ? Les gens poseront des questions. Nicolas s'adossa, quelque chose comme de l'approbation dans ses yeux. Vous pensez comme une stratège. Bien. Il prit une gorgée de son vin. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un vernissage il y a 2 mois. Vous n'étiez pas impressionné par moi, ce que j'ai trouvé rafraîchissant. Je vous ai poursuivi. Notre premier rendez-vous était un dîner chez Lucien. C'est spécifique, dit Amélie, levant un sourcil. Les détails rendent un mensonge convaincant, mademoiselle Dubois. Amélie, corrigea-t-elle. Si nous sommes supposés être un couple, vous devriez utiliser mon prénom. Un petit sourire joua sur ses lèvres. Amélie. La façon dont il dit son nom, comme s'il testait la sensation sur sa langue, envoya une chaleur inattendue dans sa poitrine. Et qu'en est-il des... Attente, demanda-t-elle prudemment. Quand nous sommes seuls. Le regard de Nicolas s'attarda sur son visage, puis descendit brièvement sur ses lèvres avant de revenir à ses yeux. L'air dans la pièce sembla se raréfier. Cela dépend de vous. L'espace entre eux changea, chargé de quelque chose qu'Amélie ne voulait pas nommer, mais ne pouvait ignorer. « Je ne coucherai pas avec vous », déclara-t-elle fermement, posant son verre avec plus de force que nécessaire. Un sourire joua au coin de la bouche de Nicolas. « Je ne vous l'ai jamais demandé. Mais vous avez impliqué. Je n'ai rien impliqué. » L'interrompit-il doucement. « Vous avez supposé. Il y a une différence. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Permettez-moi d'être clair, Amélie. Je n'ai pas besoin de contraindre les femmes dans mon lit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » Amélie sentit la chaleur monter à ses joues, à la fois de l'embarras et de quelque chose d'autre qu'elle refusait de reconnaître. « Alors qu'est-ce que nous faisons ici ce soir, exactement ?» Nicolas posa son verre de vin et se déplaça plus près sur le canapé, fermant une partie de la distance prudente qu'elle avait établie. Apprendre à nous connaître. Si nous allons convaincre les gens que nous sommes en relation, nous devons connaître les bases. Où vous avez grandi, votre nourriture préférée, si vous dormez du côté gauche ou droit du lit. Le gauche, répondit-elle automatiquement, puis regretta immédiatement de lui avoir donné ce détail personnel. Son sourcil se leva. Voyez, nous apprenons déjà. Il y avait une pointe d'amusement véritable dans ses yeux qui adoucit ses traits, le faisant paraître plus jeune, plus accessible. Malgré elle, Amélie sentit un sourire tirer ses lèvres. « Bien, quelle est votre nourriture préférée ?»« Linguine aux palourdes.
petit restaurant dans le vieux Lyon. Le propriétaire le fait encore comme sa grand-mère le lui a appris. Un éclair de quelque chose de presque nostalgique traversa le visage de Nicolas. Et vous? La tarte aux pommes de ma grand-mère. Elle ajoutait une éclaboussure de bourbon à la sauce caramel. Femme intelligente, dit Nicolas avec appréciation. Ils continuèrent ainsi, échangeant des faits triviaux qui peignaient lentement des images plus complètes l'un de l'autre. Nicolas, apprit-elle, avait grandi dans des familles d'accueil, s'était frayé un chemin à travers l'université en lavant la vaisselle et en servant au bar, et avait construit son entreprise à partir de rien d'autre qu'un esprit vif et une détermination implacable. Il préférait les montagnes aux plages, les chiens aux chats, et avait un goût surprenant pour les vieux westerns. « John Wayne ou Clint Eastwood ?» demanda Amélie, maintenant assez détendue pour replier ses pieds sous elle sur le canapé. « Eastwood !» répondit Nicolas sans hésitation. Wayne jouait le même personnage dans chaque film. Eastwood a évolué. La conversation coulait plus facilement qu'Amélie ne l'avait prévu. Nicolas était articulé, occasionnellement spirituel, et posait des questions qui montraient qu'il écoutait vraiment ses réponses. Il était facile d'oublier, par moments, que tout cela était une transaction élaborée. Des heures et une autre bouteille de vin plus tard, ils avaient migré vers le balcon. L'air nocturne était frais contre la peau d'Amélie alors qu'elle s'appuyait contre la rambarde. La ville s'étendait devant eux comme une carte vivante, chaque lumière représentant des vies vécues, certaines joyeuses, d'autres luttantes, toutes inconscientes de l'arrangement étrange formé 60 étages au-dessus d'elles. « À votre tour, » dit Nicolas, se tenant plus près qu'avant. Sa veste était enlevée, les boutons du haut défaits, et Amélie se retrouva à remarquer la ligne forte de sa gorge. Pourquoi les hôtels? Vous avez un diplôme en commerce de l'Eum-Lyon. Vous auriez pu choisir n'importe quoi. Amélie regarda la ville, rassemblant ses pensées. Mon père avait l'habitude de nous emmener dans différents hôtels chaque anniversaire, juste pour s'asseoir dans le hall et observer les gens. Il disait, « Amélie, les hôtels sont là où les histoires commencent et se terminent. Premier rendez-vous, mariage, affaires, réunion, adieu, tout sous un même toit. Je suppose que je suis tombée amoureuse de l'idée de faire partie de ces histoires. » Elle se tourna pour trouver Nicolas qui l'observait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Le charme pratiqué avait glissé, révélant quelque chose de brut en dessous, comme s'il avait momentanément oublié de porter le masque de l'homme d'affaires impitoyable. « Quoi ?» demanda-t-elle doucement. Au lieu de répondre, il se rapprocha, une main remontant pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts étaient chauds contre sa peau, s'attardant plus longtemps que nécessaire. Le temps sembla ralentir alors que son toucher descendait vers sa mâchoire, inclinant légèrement son visage vers le haut. Le baiser, quand il vint, ne faisait partie d'aucun contrat ou arrangement. Il était doux, interrogateur, et terminait presque avant d'avoir commencé. Pourtant, il laissa le cœur d'Amélie battre plus vite que n'importe quel baiser plus profond de relations passées. Nicolas recula, quelque chose comme de la surprise dans ses yeux. N'avait-il pas eu l'intention de l'embrasser? Ou était-il surpris par ce qu'il avait ressenti? Ce n'était pas dans le marché, murmura Amélie, sa voix instable. Non, convint-il, sa propre voix plus grave qu'avant. Ce ne l'était pas. L'air entre eux bourdonnait de complications non dites. Ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires venait de traverser en territoire dangereux, un territoire où les cœurs pouvaient être brisés et les vies pouvaient changer de façon qu'aucun contrat ne pouvait protéger. Nicolas s'éclaircit la gorge et recula davantage, sa composition revenant. « Il est tard. Mon chauffeur peut vous ramener chez vous. » Amélie hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. En rassemblant son sac, elle aperçut Nicolas qui l'observait dans le reflet de la fenêtre, son expression illisible mais intense. À l'ascenseur, il lui tendit une petite boîte qu'elle n'avait pas remarquée avant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Ouvrez-la demain, dit-il. Portez-la au gala. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent entre eux et Amélie exhala un souffle tremblant. La petite boîte se sentait étonnamment lourde dans ses mains. Alors que l'ascenseur descendait, elle réalisa qu'elle était en bien plus grand danger qu'elle ne l'avait anticipé quand elle avait fait ce marché. Pas à cause des exigences de Nicolas Moreau,
mais à cause de la possibilité que sous l'extérieur froid du businessman le plus impitoyable de Lyon pourrait se trouver un homme dont elle pourrait réellement se soucier. Et en ce moment, alors qu'elle voyageait de son monde céleste vers la réalité, elle n'était pas sûre de ce qui serait pire, si son baiser avait été simplement tactique ou s'il avait été réel. L'accord était terminé, mais quelque chose demeurait. 6 semaines pouvaient tout changer. Amélie Dubois se tenait sur le balcon de son modeste appartement parisien, la lumière du soleil matinal réchauffant son visage alors qu'elle tenait une tasse de thé. La ligne d'horizon de la ville scintillait de l'autre côté de la rivière, une vue qui représentait autrefois l'ambition et la possibilité, mais lui rappelait maintenant un penthouse avec des fenêtres du sol au plafond et l'homme qui le possédait. La mascarade était terminée. La vente aux enchères de charité de la nuit dernière avait été leur dernière apparition ensemble, l'aboutissement d'un arrangement qui s'était déroulé avec une facilité surprenante. Ils avaient été convaincants, peut-être trop convaincants. Elle toucha ses lèvres distraitement, se souvenant de leurs adieux. Nicolas l'avait accompagnée à sa porte, avait décliné son invitation à entrer, et l'avait embrassée avec une finalité qui la laissa vide. Contrat accompli, avait-il dit avec ce sourire énigmatique à moitié. Puis, il était parti. Fidèle à sa parole, il avait restructuré la dette de sa famille. Son père se rétablissait, leurs hôtels se stabilisaient, et la vie revenait à la normale. Alors pourquoi le normal semblait-il si vide? Le bourdonnement de son téléphone interrompit ses pensées. Le nom de Claire clignota sur l'écran. « S'il te plaît, dis-moi que tu l'as vu », dit Claire, dès qu'Amélie répondit. « Vu quoi ?» Page 6. Nicolas Moreau aperçu au déjeuner avec Brooke Sinclair. Il y a une photo. Quelque chose de froid et de tranchant se tordit dans la poitrine d'Amélie. « Claire, tu sais que ce n'était pas réel entre nous. »« Oh, chérie. Peut-être que ce n'était pas supposé l'être, mais nous savons toutes les deux que c'est devenu quelque chose. » Amélie ne discuta pas. Quel était l'intérêt? L'arrangement d'affaires avait évolué de façon que ni elle ni Nicolas n'avaient anticipé. Quelque part entre les galas de charité et les soirées tranquilles dans son penthouse, entre la pratique de leur histoire de couple et le partage de vraies histoires, entre prétendre tomber amoureux et tomber réellement amoureux, les lignes s'étaient brouillées. Mais le contrat avait une date de fin, et Nicolas Moreau était un homme qui valorisait les sorties claires. « Je dois y aller », dit Amélie, terminant l'appel, avant que Claire ne puisse protester. Elle avait des préoccupations plus immédiates que les compagnons de déjeuner de Nicolas. Depuis 3 jours maintenant, une nausée persistante l'avait suivie du matin au soir. Au début, elle l'avait attribuée au stress, aux conséquences émotionnelles de terminer les choses avec Nicolas. Mais ce matin, en regardant le calendrier, une autre possibilité s'était présentée, une qui envoyait à la fois la terreur et un espoir étrange et interdit couler dans ses veines. 4 heures et une visite en pharmacie plus tard. Amélie était assise sur le bord de sa baignoire, un bâton en plastique serré dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses la fixaient, inébranlables dans leur certitude. Enceinte. La pièce sembla tourner autour d'elle. Comment était-ce possible? Ils avaient été prudents. La seule nuit où ils s'étaient rendus à la chimie qui se développait entre eux, une soirée pluvieuse après le week-end dans les Alpes, quand le prétexte avait finalement cédé au désir, ils avaient utilisé une protection. Pourtant, voici la preuve, claire comme le jour. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle à la salle de bain vide. La réponse vint immédiatement, avec une clarté surprenante. Elle lui dirait. Quoi qu'il arrive ensuite, Nicolas méritait de savoir. Et malgré sa réputation, malgré la nature calculée de leur arrangement, elle ne pouvait pas croire qu'il abandonnerait son propre enfant. Mais comment lui dire? Leur arrangement était terminé. Sa dette envers elle était payée. Elle n'avait aucune revendication sur son temps ou son attention maintenant. Comme en réponse à ses pensées, son téléphone carillonna avec un message texte. « Dîner, ce soir ? 20 heures. Il y a quelque chose dont nous devrions discuter. Anne. » Amélie fixa le message, un frisson lui parcourant l'épine dorsale. Comment pouvait-il savoir? C'était impossible, à moins que... C'était à propos de quelque chose d'entièrement différent.
Le restaurant était intime et discret, niché dans un coin tranquille du Vieux Lyon. Pas les établissements tape à l'œil où ils avaient été photographiés ensemble, mais un endroit où les conversations pouvaient rester privées. Nicolas était déjà assis quand elle arriva, se levant quand elle s'approcha. Il paraissait aussi impeccable que toujours dans un costume charbon, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait entrevue que dans leurs moments les plus sans garde. « Amélie », dit-il, son nom doux sur ses lèvres. « Merci d'être venue. » Elle glissa dans le siège en face de lui, intensément consciente du secret grandissant en elle. « Votre message semblait important. » « Il l'est. » Il fit signe au serveur. « Voudriez-vous du vin ?»« Juste de l'eau, merci. » Elle croisa ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Nicolas leva un sourcil mais ne commenta pas son abstention inhabituelle. Quand leurs boissons arrivèrent, il sembla se rassembler, se penchant légèrement vers l'avant. « Notre arrangement est complet, » commença-t-il. « L'entreprise de votre famille est sécurisée. La dette a été restructurée, comme promis. »« Je sais, » dit Amélie, la confusion s'installant. « J'ai reçu les papiers hier. »« Ce que vous ne savez peut-être pas, » continua Nicolas, « c'est que quelque chose d'inattendu s'est passé pendant ces 6 semaines. » Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Savait-il d'une façon ou d'une autre pour le bébé? Je me suis trouvé... Nicolas s'arrêta, cherchant ses mots d'une manière qui était différente de son discours habituellement précis. Les lignes se sont brouillées pour moi, Amélie. Son souffle se coupa. Que dites-vous? Je dis que ce qui a commencé comme un arrangement d'affaires est devenu quelque chose que je n'avais pas anticipé. Quelque chose que je ne cherchais pas. Il rencontra ses yeux directement. Vous me manquez. De tous les scénarios qu'Amélie avait imaginés pour cette soirée, cette confession n'était pas parmi eux. Le notoire Nicolas Moreau, l'homme qui se spécialisait dans les ruptures propres et les transactions non émotionnelles, admettait qu'il avait des sentiments pour elle. « Nicolas » commença-t-elle, sa voix instable. « Il y a quelque chose que je dois vous dire aussi. » Avant qu'elle ne puisse continuer, une vague de nausée plus forte que toutes les précédentes la submergea. Elle pressa une main sur sa bouche, murmurant « Excusez-moi » en se précipitant vers les toilettes. Minutes plus tard, pâle mais composée, elle revint pour trouver Nicolas debout à côté de leur table, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Êtes-vous malade ?» demanda-t-il, la guidant vers son siège avec une main douce dans son dos. Amélie prit une profonde inspiration. Il n'y aurait jamais de moment parfait pour cette nouvelle. « Je suis enceinte. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, monumentaux et irréversibles. Nicolas devint complètement immobile, son expression illisible. Pour un moment agonisant, Amélie se prépara au rejet, aux accusations, à la froideur qu'elle avait entrevue dans leur première rencontre il y a des semaines. « Vous en êtes certaine ?» demanda-t-il finalement, sa voix soigneusement contrôlée. Elle hocha la tête, les larmes menaçant. « Je l'ai découvert aujourd'hui. » Une autre longue pause. Puis, à son étonnement, Nicolas tendit la main à travers la table et prit ses mains dans les siennes. « Amélie !» dit-il, sa voix brute d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue de lui avant. « Avez-vous une idée de ce que cela signifie pour moi ?» Elle cligna des yeux, confuse par sa réaction. « Nicolas, je n'attends rien de vous. Je pensais juste que vous devriez savoir. »« J'ai grandi sans rien, » l'interrompit-il, sa prise sur ses mains se resserrant. « Pas de famille, pas de racines. J'ai construit un empire parce que c'était la seule façon que je connaissais de créer quelque chose de durable. » Ses yeux tinrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Mais un enfant, c'est un héritage au-delà de tout ce que je pourrais construire avec de la brique et de l'acier et des accords commerciaux. » Une seule larme s'échappa, glissant sur la joue d'Amélie. « Vous n'êtes pas... en colère ?» L'expression de Nicolas s'adoucit. Tout le contraire. Il libéra une de ses mains pour essuyer sa larme avec son pouce. « Vous m'avez donné ce que je n'ai jamais su demander. Une famille. » Le poids qui écrasait la poitrine d'Amélie depuis le matin se souleva, remplacé par un espoir prudent. « Que se passe-t-il maintenant ?» murmura-t-elle. « Maintenant, » dit Nicolas, un sourire s'étendant sur son visage qui transforma complètement ses traits.
nous écrivons notre propre contrat. Un sans date de fin. Dehors, la nuit lyonnaise bourdonnait de son énergie habituelle. Taxi klaxonnant, gens se précipitant, la vie continuant dans son rythme implacable. Mais à l'intérieur du petit restaurant, le temps semblait suspendu alors que deux personnes qui étaient entrées dans la vie l'une de l'autre par calcul découvraient que les choses les plus précieuses ne pouvaient pas être mesurées en euros et centimes. Le bébé grandissant entre eux était la preuve que même les murs les plus soigneusement construits pouvaient s'effondrer face à la seule force qu'aucune stratégie commerciale ne pouvait prendre en compte. L'amour. Elle est arrivée comme une otage. Elle est partie comme la femme que le millionnaire ne pourrait jamais dominer. La demande en mariage vint 3 semaines plus tard, par un matin d'automne vif dans le parc de la Tête d'Or. Personne qui connaissait Nicolas Moreau ne l'aurait reconnu ce jour-là. Pas le prédateur corporatif qui inspirait la peur dans les salles de conseil. Pas l'homme d'affaires calculateur qui ne prenait jamais de décisions émotionnelles. Ce Nicolas portait un jean et un pull, ses cheveux habituellement parfaits légèrement ébouriffés par la brise, et il était nerveux. Amélie remarqua immédiatement son anxiété alors qu'il se promenait le long du lac. Sa main continuait de dériver vers sa poche, et il avait commencé 3 phrases seulement pour les abandonner à mi-pensée. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, s'arrêtant pour lui faire face. « C'est le bébé ? Quelque chose s'est-il passé avec le médecin ?»« Non, » dit rapidement Nicolas. « Le bébé va bien. Tout va bien. » Il passa une main dans ses cheveux, un autre geste non caractéristique. « En fait, tout va plus que bien. » Il prit ses 2 mains dans les siennes et au choc complet d'Amélie, s'agenouilla sur un genou, là même sur le sentier de promenade. Les joggeurs et les touristes ralentirent pour regarder alors que Nicolas Moreau, l'homme dont le nom apparaissait régulièrement dans les échos, s'agenouillait devant elle comme un suppliant. « J'avais préparé un discours, » dit-il, levant les yeux vers elle avec des yeux sans garde. « Sur comment vous m'avez changé, sur comment le contrat avec lequel nous avons commencé a évolué en quelque chose de réel et puissant. Mais en vous regardant maintenant, je réalise qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte. » Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. « Amélie Dubois, voulez-vous m'épouser? Pas pour les apparences, pas pour les affaires, mais parce que je vous aime. » La déclaration simple, ces 3 mots qu'il n'avait jamais dit avant, resta coincée dans la gorge d'Amélie. Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle regardait l'homme devant elle. La bague qu'il tenait était exquise, mais pas ostentatoire. Un diamant ovale parfait serti en platine, élégant et intemporel. « Nicolas, » murmura-t-elle, consciente de la petite foule qui se rassemblait autour d'eux. « Êtes-vous sûr? Ce n'est pas dans notre accord original. » Un sourire, véritable, sans garde, s'étala sur son visage. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. »« Dites oui, Amélie. Réécrivons le contrat. »« Oui, » dit-elle, riant à travers ses larmes, alors qu'il glissait la bague à son doigt et se levait pour la prendre dans ses bras. La petite foule éclata en applaudissements, des étrangers partageant un moment de joie. Alors que Nicolas l'embrassait, Amélie réalisa à quel point ils avaient progressé depuis cette première rencontre dans son bureau. L'homme qui avait autrefois essayé d'acheter son temps lui offrait maintenant sa vie. Les plans de mariage avancèrent rapidement, en partie à cause de l'efficacité de Nicolas, en partie à cause de la petite mais notable courbe du ventre d'Amélie. Ils voulaient être mariés avant l'arrivée du bébé, avant que leur enfant ne puisse voir les gros titres des tabloïds questionnant leur relation. La cérémonie était prévue pour début décembre, à l'Archère, où le penthouse de Nicolas accueillerait une réception intime. La liste d'invités était soigneusement sélectionnée, la famille d'Amélie, quelques amis proches et le petit cercle d'associés de confiance de Nicolas. « Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas quelque chose de plus grandiose ?» demanda Nicolas, alors qu'ils finalisèrent les détails. « Je peux vous donner n'importe quel mariage que vous voulez. » Amélie secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de grandiose. J'ai juste besoin de réel. » La nuit avant leur mariage, Nicolas organisa un petit dîner pour leur famille. Amélie regardait avec un cœur plein son père, maintenant assez rétabli pour marcher avec juste une canne, engager Nicolas dans une conversation animée sur le business hôtelier.
Sa sœur Katie, initialement méfiante des intentions de Nicolas, s'était graduellement réchauffée à lui après avoir témoigné de sa dévotion véritable à Amélie. « Je n'aurais jamais pensé dire ça », murmura Katie, se glissant près d'Amélie au dîner. Mais le requin a un cœur. Amélie sourit. Il en a toujours eu un. Il le gardait juste bien protégé. Plus tard cette nuit-là, suivant la tradition, ils se séparèrent. Amélie pour rester avec sa famille dans un de leurs hôtels. Nicolas retournant seul au Penthouse. « À demain », dit-il, l'embrassant pour lui dire au revoir. « Je serai celui à l'hôtel, ayant l'air de l'homme le plus chanceux du monde. » Le matin du mariage se leva clair et froid, la lumière du soleil scintillant sur la neige fraîche qui était tombée pendant la nuit. Dans une suite à l'hôtel phare de la famille Dubois, Amélie se tenait devant un miroir alors que sa sœur ajustait son voile. La robe était simple mais étourdissante. Une robe de soie ivoire à taille empire qui accommodait son ventre de 4 mois sans y attirer l'attention. Ses cheveux étaient remontés, ornés de petites fleurs blanches et des épingles en perles de sa grand-mère. « Papa attend dehors », dit Katie, reculant pour admirer son travail. « Êtes-vous prête ?» Amélie prit une profonde inspiration. Plus que prête. La petite chapelle qu'ils avaient choisie était décorée de roses blanches et de rameaux à feuilles persistantes, des bougies projetant une lueur chaude alors que le crépuscule descendait dehors. Un quatuor à cordes jouait doucement alors que les invités trouvaient leur place. Nicolas se tenait à l'autel, impossiblement beau dans un smoking noir. Quand les premières notes du cortège commencèrent et qu'Amélie apparut au bras de son père, sa façade composée se fissura. Même depuis le fond de la chapelle, elle pouvait voir l'émotion sur son visage, le léger tremblement dans ses mains. À chaque pas vers lui, Amélie ressentait l'étrangeté de leur voyage. Ils avaient commencé avec un contrat destiné à sauver sa famille et booster son image. Pourtant, les voici, liés par quelque chose qu'aucun avocat ne pouvait rédiger, qu'aucune signature ne pouvait valider. Quand son père plaça sa main dans celle de Nicolas, elle sentit le léger tremblement dans ses doigts. « Vous êtes belle », murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion. La cérémonie fut brève mais significative. Ils avaient écrit leurs propres vœux, des promesses qu'aucun d'eux ne faisait à la légère. « Amélie », commença Nicolas, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux, « je suis entré dans votre vie comme un homme d'affaires cherchant à faire un marché. Mais vous m'avez montré que les choses les plus précieuses ne peuvent pas être achetées, vendues ou négociées. Vous avez vu à travers mes défenses l'homme que je pouvais être. Je promets d'être cet homme pour vous et notre enfant. De vous aimer complètement, de vous protéger férocement et de me rappeler chaque jour que vous êtes le meilleur marché que j'ai jamais fait. » Une ondulation de rire appréciateur traversa les invités. Mais Amélie ne vit que la sincérité dans les yeux de Nicolas alors qu'elle commençait ses propres vœux. « Nicolas, je suis venu à vous désespérer de sauver ce que ma famille avait construit. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais jamais. Un partenariat qui me défie et me comble, et un amour qui fait que tout le reste semble petit en comparaison. Je promets de me tenir avec vous dans toutes les choses, d'être votre port dans chaque tempête, et de construire une vie avec vous qui soit plus riche que n'importe quel empire. » L'échange d'alliances, la proclamation du ministre, le baiser qui scella leur union, tout passa dans un flou de joie et de larmes. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités comme mari et femme, Amélie aperçut son père essuyant les larmes de ses yeux, et même le partenaire commercial habituellement stoïque de Nicolas souriait largement. La réception au Penthouse était intime mais élégante, l'espace transformé par des milliers de petites lumières et plus de roses blanches. Alors qu'ils partageaient leur première danse, Nicolas tenait Amélie près, une main reposant protectivement sur leur enfant grandissant. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Au-delà des mots » répondit-elle, posant sa tête contre sa poitrine. Plus tard, alors que les invités se mêlaient et que le champagne coulait, cidre pétillant pour la mariée, Nicolas emmena Amélie dans un coin tranquille du balcon. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il, produisant une enveloppe de sa veste. « Nicolas, vous m'avez déjà tout donné. » Il sourit. « Ouvrez-la. » À l'intérieur était un acte. Le transfert de propriété de toute la chaîne hôtelière de sa famille, maintenant libre de dettes et restaurée au contrôle de la famille Dubois. « Je ne comprends pas.
dit Amélie, stupéfaite. Vous les rendez? Nicolas prit ses mains. Considérez cela comme un cadeau de mariage. Votre père a construit quelque chose de remarquable, et cela devrait rester dans votre famille. Il s'arrêta, ses yeux sérieux. Mais n'ayez aucun doute, Madame Moreau, ce n'est pas de la charité. J'attends un retour significatif sur mon investissement. Oh, demanda-t-elle, jouant le jeu. Et quel retour serait-ce? Sa main bougea pour reposer doucement contre son ventre, où leur enfant grandissait. Ceci, dit-il simplement. Une famille, un héritage qui compte plus que n'importe quel empire commercial. Alors qu'il rejoignait la célébration, Amélie réalisa la vérité. Elle était arrivée dans la vie de Nicolas comme une suppliante, désespérée de sauver l'héritage de sa famille. Mais elle quittait l'hôtel comme son égale, la femme qui avait montré au célibataire le plus impitoyable de Lyon que la plus grande richesse ne venait pas de ce que vous possédiez, mais de qui vous aimiez. La femme qui avait vraiment eu la meilleure part du marché. L'empire qu'il a construit avec le pouvoir avait maintenant un héritier et une raison d'exister. Le printemps arriva à Lyon avec une persistance douce, incitant des bourgeons verts des branches dormantes et réchauffant la ville après un long hiver. Dans l'aile privée de l'hôpital Édouard Herriot, Amélie Moreau était en travail depuis 23 heures. Nicolas n'avait pas quitté son côté une seule fois, pas pour des appels, pas pour la crise chez Moreau Investissement dont son assistant continuait d'envoyer des textos, pas même quand Amélie, délirante de douleur, avait crié qu'elle ne voulait plus jamais qu'il la touche. Il se contenta de tenir sa main plus fort et murmura « Je ne vais nulle part ». Maintenant, alors que l'aube se levait sur la ligne d'horizon de la ville visible depuis la fenêtre de l'hôpital, le médecin annonça « Une dernière poussée, Madame Moreau ». Amélie rassembla sa force restante, serrant la main de Nicolas avec une force écrasante alors qu'elle amenait leur enfant au monde. « C'est une fille », annonça le médecin, plaçant le nourrisson braillard et parfait sur la poitrine d'Amélie. Le temps sembla s'arrêter alors qu'ils contemplèrent leur fille pour la première fois, petits doigts, une touffe de cheveux foncés, et quand elle ouvrit brièvement ses yeux, ils étaient exactement de la même nuance de bleu que ceux de Nicolas. « Elle est belle !» murmura Nicolas, sa voix se brisant. Il toucha la joue du bébé avec une révérence qu'Amélie n'avait jamais vue de lui avant, pas même en concluant des affaires de milliards d'euros. « Bonjour Éléonore », dit doucement Amélie. Ils avaient choisi le nom ensemble. Éléonore, d'après la mère d'accueil de Nicolas, la seule personne qui lui avait montré de la bonté pendant son enfance turbulente. Nicolas se pencha pour embrasser le front d'Amélie, ses yeux suspicieusement brillants. « Vous l'avez fait », murmura-t-il. « Vous êtes incroyable. » Alors que les infirmières emmenaient Éléonore pour son premier examen, Nicolas s'assit sur le bord du lit d'hôpital, paraissant plus ébouriffé qu'Amélie ne l'avait jamais vu. Cravate depuis longtemps abandonnée, chemise froissée, barbe de 5 heures assombrissant sa mâchoire. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-il, prenant la main d'Amélie. Elle sourit fatiguée. « Si c'est que vous m'aimez, je le sais déjà. Plus que ça. » Son expression était sérieuse, presque solennelle. « Quand nous avons fait notre arrangement l'année dernière, je pensais être celui avec tout le pouvoir. J'avais ce dont vous aviez besoin, la sécurité financière, un moyen de sauver l'entreprise de votre famille. » Il secoua légèrement la tête, comme s'il était encore surpris par le tournant des événements. « Mais vous m'avez donné quelque chose que je ne savais même pas qu'il me manquait, quelque chose que je ne pouvais pas acheter avec tout l'argent du monde. »« Quoi ?» demanda doucement Amélie. « Un cœur, dit-il simplement. Une famille, une raison pour que tout cela ait de l'importance. » Il fit un geste vers la fenêtre, où les silhouettes des gratte-ciel, certains portant le nom Moreau, ponctuaient la ligne d'horizon. Une infirmière revint, berçant Éléonore dans une couverture rose douce. « Quelqu'un veut sa maman », dit-elle avec un sourire, plaçant le nourrisson maintenant calme dans les bras d'Amélie. Le téléphone de Nicolas bourdonna encore une fois. Il y jeta un coup d'œil, puis, à la surprise d'Amélie, l'éteignit complètement. « N'est-ce pas l'affaire de Tokyo ?» demanda-t-elle, sachant à quel point l'expansion internationale avait été importante pour lui. « Ça peut attendre, » dit-il, son attention entièrement sur sa femme et sa fille. « Ceci ne peut pas.
6 mois passèrent dans un flou de tétés nocturnes, premier sourire et l'équilibre délicat de la nouvelle parentalité. Amélie et Nicolas s'installèrent dans un rythme qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper 1 an plus tôt. Le Penthouse subit une transformation. Le décor stark et minimaliste adouci par des photographies de famille, des jouets colorés et le chaos organisé qui vient avec un bébé. Nicolas avait converti son bureau à domicile en nursery, peinte en jaune pâle avec une fresque d'étoiles au plafond. Plus surprenante était la transformation de Nicolas. L'homme qui mesurait autrefois la valeur en parts de marché et acquisition la mesurait maintenant dans les étapes de sa fille et les sourires de sa femme. Il ajusta son horaire pour être à la maison pour l'heure du coucher d'Éléonore, ramenant le travail à la maison plutôt que de rester tard au bureau. Le monde des affaires bourdonnait de spéculations sur ce qui avait changé l'homme d'affaires le plus impitoyable de Lyon. Par une chaude soirée de septembre, ils organisèrent une petite fête pour célébrer le baptême d'Éléonore. Le père d'Amélie, maintenant complètement rétabli, faisait sauter sa petite fille sur son genou, tandis que Katie montrait sa bague de fiançailles à la belle-sœur de Nicolas. Le Penthouse, autrefois une vitrine de la solitude de Nicolas, bourdonnait maintenant de famille et de rire. Après le départ de leurs invités, Nicolas trouva Amélie sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Il l'entoura de ses bras par derrière, reposant son menton sur son épaule. « À quoi pensez-vous, Madame Moreau ?» Elle s'appuya contre lui. « Je pensais juste à combien les choses ont changé en 1 an. Septembre dernier, j'étais assise dans votre bureau, terrifiée par l'avenir de ma famille. Et je faisais une proposition indécente, ricana Nicolas. Pas mon plus beau moment. Je ne sais pas. Amélie se tourna dans ses bras pour lui faire face. Ça a plutôt bien marché pour nous deux. L'expression de Nicolas devint sérieuse. Il y a quelque chose que j'ai voulu vous demander. Le groupe hôtelier Dubois se porte bien sous votre direction. Avez-vous jamais regretté d'abandonner votre carrière pour devenir mère? Pour devenir ma femme? La question la surprit. C'est ce que vous pensez que j'ai fait? Abandonner ma carrière? N'est-ce pas le cas? Vous dirigiez 5 hôtels, et maintenant j'élève notre fille, tout en supervisant l'expansion à Paris et Marseille, termina Amélie pour lui. Nicolas, je n'ai rien abandonné. J'ai gagné un partenaire. Il y a une différence. Le soulagement adoucit ses traits. Alors vous ne regrettez pas notre arrangement? Amélie rit. Notre arrangement est sorti par la fenêtre au moment où vous m'avez embrassé cette première nuit. Mais non, je ne regrette pas un seul moment. Depuis l'intérieur du Penthouse, les pleurs d'Éléonore filtrèrent à travers le moniteur bébé. Nicolas recula, prenant la main d'Amélie. Le devoir appelle, partenaire. Ils trouvèrent leur fille s'agitant dans son berceau, son petit visage rouge d'indignation. Nicolas la souleva avec une aisance pratiquée, la berçant contre sa poitrine et murmurant des absurdités apaisantes, jusqu'à ce que ses pleurs s'apaisent. Amélie les observa, son homme d'affaires impitoyable et leur fille, et s'émerveilla du voyage qui les avait amenés ici. D'un marché désespéré, pour sauver l'héritage de sa famille, à ce moment de domesticité tranquille, dans un Penthouse qui avait autrefois semblé si froid et impersonnel. « Quoi ?» demanda Nicolas, remarquant son regard. « Je pensais juste que certains contrats ont des clauses inattendues, » dit-elle avec un sourire. « Des bénéfices cachés qui se révèlent avec le temps. » Les yeux de Nicolas s'adoucirent alors qu'il regardait d'Amélie au bébé maintenant endormi contre son épaule. « Les meilleurs contrats ne sont pas écrits sur papier, » dit-il doucement. « Ils sont écrits sur les cœurs. » De l'homme qui avait autrefois tout vu à travers la lentille froide de la valeur commerciale, c'était peut-être la déclaration la plus profonde de toutes. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés au lit avec Éléonore dormant paisiblement dans sa nurserie, Nicolas se soutint sur un coude pour contempler sa femme. « Vous savez, dit-il pensivement, quand j'ai construit Moreau Investissement, les gens m'appelaient impitoyable, calculateur, même sans cœur, et ils n'avaient pas tort. Vous vous protégiez, dit Amélie, tendant la main pour toucher son visage, construisant des murs pour tenir les gens à l'écart. Des murs que vous avez d'une façon ou d'une autre traversés directement, dit-il avec un demi-sourire. Je pensais acquérir un actif quand j'ai proposé notre arrangement.
Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose que mon argent ne pouvait pas acheter. Et qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Une famille, dit-il simplement. Un foyer. Une raison pour que l'Empire existe au-delà de juste accumuler plus de richesses et de pouvoir. Il l'embrassa doucement. Merci de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Dehors de leurs fenêtres, la ville qui ne dort jamais continuait son rythme implacable. Des affaires étaient faites et brisées, des fortunes gagnées et perdues, le pouvoir consolidé et rendu. Mais dans le penthouse qui avait autrefois symbolisé le succès solitaire de Nicolas Moreau, quelque chose de bien plus précieux avait pris racine. Pas un empire commercial construit sur le calcul et la stratégie froide, mais une famille fondée sur la seule force qu'aucun contrat ne pouvait contenir, l'amour. Ce qui a commencé comme une transaction impitoyable est devenu le plus grand investissement de tous. 5 ans plus tard, la grande salle de bal de l'Archère scintillait de lustres et de flûtes de champagne, l'élite lyonnaise rassemblée pour célébrer le 10e anniversaire de Moreau Investissement. Les titans des affaires se mêlaient aux politiciens, les célébrités posaient pour les photographes, et au centre de tout se tenait Nicolas Moreau, l'homme dont le nom était devenu synonyme de succès. Mais ce soir était différent. Pour la première fois, l'homme d'affaires notoirement privé avait permis à sa famille d'entrer dans ce monde. Éléonore, maintenant âgée de 5 ans, avec les yeux bleus de son père et le menton têtu de sa mère, portait une version miniature de la robe de sa mère et s'accrochait à la main de Nicolas, alors qu'il la présentait à ses associés. « Ma fille », dit-il avec une fierté indéniable en la présentant au maire. La future PDG de Moreau Investissement. Éléonore exécuta une révérence chancelante qui fit fondre même les cœurs d'affaires les plus endurcis de la salle. De l'autre côté de la salle de bal, Amélie bavardait avec des investisseurs tout en gardant un œil sur sa famille. À 34 ans, elle était venue dans sa propre peau, non seulement comme la femme de Nicolas, mais comme une femme d'affaires formidable à part entière. Le groupe hôtelier Dubois s'était étendu à 15 établissements sous sa direction, devenant l'une des chaînes boutiques les plus respectées du pays. Sa main reposait légèrement sur le petit renflement de son ventre. Leur deuxième enfant, un garçon selon la dernière échographie, arriverait au printemps. La nouvelle n'était pas encore publique. Ce soir était pour célébrer la dernière décennie, pas pour annoncer leur famille grandissante. Alors que la soirée progressait, Nicolas tinta une cuillère contre son verre, demandant l'attention. La foule se calma, tous les yeux se tournant vers l'homme dont l'acuité commerciale impitoyable avait construit un empire à partir de rien. « Il y a 10 ans, commença-t-il, sa voix portant à travers la salle de bal. J'ai fondé Moreau Investissement avec une philosophie simple, identifier la valeur que d'autres ratent, l'acquérir efficacement et ne jamais laisser le sentiment obscurcir le jugement. » Un rire entendu ondula à travers la foule d'associés d'affaires qui avaient témoigné de sa précision froide de première main. Pendant des années, cette philosophie m'a bien servi. Moreau Investissement est passé d'une opération d'un homme à l'entreprise mondiale que nous célébrons ce soir. Il s'arrêta, ses yeux trouvant Amélie dans la foule. Mais il y a 5 ans, quelque chose s'est passé qui a défié tout ce que je pensais savoir sur la valeur. La salle devint plus silencieuse, alors que le ton de Nicolas changeait. Ce n'était pas le discours répété qu'ils avaient attendu. J'ai rencontré une femme qui est venue à mon bureau avec une proposition, un effort de dernière minute pour sauver l'entreprise de sa famille. Un sourire doux joua sur ses lèvres. J'ai répliqué avec un arrangement de mon cru, un que je pensais me donner tout le pouvoir. J'avais tort. Amélie sentit les larmes piquer ses yeux alors que Nicolas continuait. Cet arrangement est devenu l'acquisition la plus précieuse de ma vie, mais pas de la façon que j'attendais. Il fit signe à Amélie et Éléonore de le rejoindre au podium. Quand elles atteignirent de son côté, il souleva Éléonore dans ses bras et entoura sa main libre autour de la taille d'Amélie. Ce soir, nous célébrons 10 ans de Moreau Investissement, mais je célèbre quelque chose de bien plus significatif, la famille qui a donné un sens à mon succès. Il regarda sa fille avec une adoration non déguisée. Éléonore, cet empire n'est pas construit sur l'acier et le béton et les certificats d'action. Il est construit sur l'amour, et un jour, il sera à toi de diriger, pas comme je l'ai fait,
mais avec le cœur que ta mère m'a appris à utiliser. » Des murmures de surprise ondulèrent à travers la foule. Le Nicolas Moreau qu'il connaissait ne parlait pas d'amour ou de sentiments. Il parlait de levier et de position de marché. « À ceux d'entre vous qui ont été avec moi depuis le début, » continua Nicolas, « vous avez témoigné non seulement de la croissance d'une entreprise, mais de la croissance d'un homme. Et à ma femme, Amélie, » sa voix se brisa légèrement. « Merci de m'avoir montré que les investissements les plus précieux ne se mesurent pas en euros. » Les applaudissements furent tonitruants. Les caméras clignotèrent. Les journalistes d'affaires griffonnèrent des notes sur l'affichage émotionnel inattendu du célibataire autrefois le plus impitoyable de Lyon. Plus tard, alors que la célébration continuait autour d'eux, Nicolas emmena Amélie sur la piste de danse, pour un moment tranquille loin des foules. « Ce discours était-il trop ?» demanda-t-il, une pointe de l'ancienne incertitude dans ses yeux. Amélie secoua la tête, lui souriant. « C'était parfait, bien que je pense que vous ayez choqué la moitié de votre conseil d'administration. »« Qu'ils soient choqués !» dit Nicolas, la faisant tourner doucement. « Ils m'ont suivi à travers des OPA hostiles et des cracks boursiers. Ils peuvent me suivre à travers le bonheur aussi. » Alors qu'ils dansaient, Amélie aperçut son père de l'autre côté de la salle, en conversation profonde avec le directeur financier en chef de Nicolas. Les deux hommes avaient développé une amitié improbable au fil des années, l'hôtelier vétéran offrant une perspective que le génie financier plus jeune manquait. Près de là, Katie et son mari divertissaient Éléonore, qui exécutait un mouvement de danse élaboré pour leur amusement. « Pensez-vous jamais à comment les choses auraient pu se passer différemment ?» demanda Amélie. « Si je n'avais pas été assez désespérée pour faire ce marché avec vous ?» La main de Nicolas se resserra légèrement à sa taille. « J'essaie de ne pas y penser. La pensée de ne jamais vous connaître, de ne jamais avoir Éléonore et ce petit. » Il brossa doucement sa main sur son ventre. « C'est inimaginable maintenant. » Le Nicolas Moreau impitoyable, mis à genoux par le sentiment, taquina doucement Amélie. « Que dirait votre jeune moi ? Il appellerait ça une mauvaise décision d'affaires, » admit Nicolas en riant. « Et alors je lui montrerai notre bilan. Il s'avère que l'amour est une excellente stratégie d'investissement. » Alors que la soirée tirait à sa fin, ils se trouvèrent sur le balcon du penthouse où leur histoire avait vraiment commencé. Les mêmes lumières de la ville scintillaient en dessous, mais la vue avait changé, ou peut-être juste les gens qui la regardaient. Éléonore s'était endormie sur les genoux de son grand-père à l'intérieur, l'excitation de la soirée la rattrapant finalement. Les invités étaient partis, ne laissant que la famille derrière. « 5 ans », dit doucement Nicolas, se tenant derrière Amélie avec ses bras enroulés autour d'elle, ses mains reposant protectivement sur leur fils à naître. « Si quelqu'un m'avait dit alors ce que je sais maintenant… »« Quoi ?» demanda Amélie quand il s'arrêta. « J'aurais immédiatement offert un contrat à vie, dit-il, pressant un baiser sur sa tempe. Meilleure condition, non négociable. » Elle se tourna dans ses bras, tendant la main pour toucher son visage, un visage qui s'était adouci au fil des années, des rides de rire marquant maintenant les coins de ses yeux. « Je pense que nous avons assez bien négocié, tout compte fait. » À l'intérieur, Éléonore remua et appela Sleepily ses parents. Main dans la main, ils allèrent vers elle, l'incarnation vivante de leur contrat inattendu. 2 mois plus tard, l'hôtel original de la famille Dubois, une propriété boutique charmante dans le centre de Lyon, accueillait un événement spécial. La salle de bal avait été transformée avec des fleurs et des rubans, des tables chargées d'amuse-bouche et de champagne. Nicolas se tenait au podium, paraissant inhabituellement nerveux, alors qu'il s'adressait à la foule rassemblée d'employés du groupe hôtelier Dubois et de Moreau Investissement. « Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de comment ma femme et moi nous sommes rencontrés, » commença-t-il, souriant à Amélie qui était assise au premier rang, sa grossesse maintenant visible sous sa robe de maternité élégante. « Ce qui a commencé comme un arrangement d'affaires est devenu la fondation de notre famille. Aujourd'hui, nous prenons cette fondation pour construire quelque chose de nouveau. » Il fit un geste vers un grand écran derrière lui, où un nouveau logo apparut, Fondation Dubois Moreau. Avec une dotation initiale de 50 millions d'euros, la Fondation Dubois Moreau se concentrera sur le soutien aux enfants en famille d'accueil et aux familles en crise.
fournissant des opportunités éducatives, une assistance au logement et un soutien financier d'urgence pour garder les familles ensemble pendant les moments difficiles. Une vague d'applaudissements balaya la salle. Éléonore rebondit avec excitation dans son siège à côté de sa mère, ayant été incluse dans les discussions de planification à un niveau approprié pour son âge. « Ma femme et moi savons tous les deux ce que cela signifie de se battre pour la famille, » continua Nicolas. « J'ai grandi sans famille, et Amélie a presque perdu la sienne. Nous croyons qu'aucun enfant ne devrait grandir sans soutien, et qu'aucune famille ne devrait être déchirée par des difficultés financières si cela peut être évité. » Alors que Nicolas décrivait la mission de la Fondation, Amélie l'observait avec fierté. C'était si loin de l'homme qu'elle avait d'abord rencontré, l'homme d'affaires froid et calculateur, qui voyait les gens comme des actifs ou des passifs. C'était l'homme qu'elle avait entrevu sous l'armure, celui dont elle était tombée amoureuse malgré leur début non conventionnel. Après la présentation, alors que les invités se mêlaient et discutaient des initiatives de la Fondation, Amélie trouva Nicolas dans un coin tranquille, parlant doucement à Éléonore d'aider d'autres enfants. Et c'est pourquoi nous allons construire des endroits spéciaux où les enfants sans maman et papa peuvent se sentir en sécurité jusqu'à ce qu'ils trouvent leur famille pour toujours, expliquait-il, accroupi au niveau des yeux avec leur fille. « Comme tu n'avais pas de maman et papa ?» demanda Éléonore, son petit visage sérieux. « C'est exact, ma chérie, mais j'ai eu la chance de trouver ta maman, et alors nous t'avons faite. » Nicolas brossa une mèche de cheveux du visage d'Éléonore avec une tendresse infinie. « Et maintenant nous pouvons aider d'autres personnes à avoir de la chance aussi. » Éléonore hocha solennellement la tête, comme acceptant une grande responsabilité. « Je vais aider beaucoup et beaucoup d'enfants, » déclara-t-elle avant de sauter pour trouver son grand-père. Amélie s'approcha alors que Nicolas se levait, l'émotion évidente dans ses yeux. « C'était beau, » dit-elle doucement. « À la fois la Fondation et ce que vous avez dit à Éléonore. » Nicolas la prit dans ses bras, attentif à son ventre en sein. Je pensais chaque mot. Il y a 5 ans, je pensais que l'héritage signifiait voir mon nom sur les bâtiments et dans les pages financières. Maintenant, je sais mieux. Il posa une main sur son ventre, où leur fils donnait vigoureusement des coups comme s'il était d'accord. Ceci est l'héritage, ce que nous construisons ensemble, ce que nous laissons derrière pour les autres. C'est loin de notre contrat original, taquina Amélie. Les meilleurs marchés ont toujours de la place pour l'expansion, répliqua Nicolas avec un sourire. Et celui-ci, pas de date d'expiration. Alors qu'ils rejoignaient la célébration, Amélie réfléchit à leur voyage. Ce qui avait commencé comme un marché désespéré, sa compagnie en échange de la sécurité financière de sa famille, avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Une histoire d'amour écrite non pas en grands gestes ou en perfection de contes de fées, mais dans les moments tranquilles de compréhension, dans les défis surmontés ensemble, dans une famille construite sur le choix plutôt que l'obligation. Nicolas Moreau avait autrefois été le célibataire le plus impitoyable de Lyon, un homme qui mesurait tout en euros et centimes. Maintenant, il mesurait la vie en histoire du soir, dans le rire de sa fille, dans la courbe douce du ventre enceint de sa femme, dans les vies qu'il toucherait à travers leur fondation. Et Amélie, qui était autrefois entrée dans son bureau terrifiée et désespérée, se tenait maintenant à ses côtés comme une partenaire égale, dans les affaires, dans la parentalité, dans la vie. Elle était venue à lui pour sauver l'héritage de sa famille et avait fini par en créer un nouveau, bien plus riche que l'un d'eux n'avait imaginé. Alors que la soirée tirait à sa fin, Nicolas porta un toast à l'avenir de la Fondation Dubois Moreau. « Au nouveau commencement », dit-il, ses yeux trouvant ceux d'Amélie de l'autre côté de la salle, et aux contrats qui deviennent des alliances. L'empire qu'il avait construit avec le calcul et la stratégie froide servait maintenant un but au-delà de l'accumulation de richesses. Il avait un cœur, une âme, un futur incarné dans leurs enfants. Et à la fin, c'était le seul investissement qui survivrait à tous les autres, un héritage construit non pas sur le pouvoir, mais sur l'amour.